Les vents du Sahel ont brusquement changé, transformant un murmure discret en une poussée politique inattendue qui redéfinit les équilibres régionaux. Au cœur de ce renversement, un Burkina Faso longtemps perçu comme fragile affirme soudain une volonté souveraine directe, défiant les puissances extérieures habituées à orienter ses choix stratégiques. Que représente vraiment cette rupture pour ceux qui observent l'ascension d'Ibrahim Traoré et jusqu'où cette dynamique peut-elle mener un pays qui cherche à reprendre son destin en main? Une transition s'amorce, porteuse d'espoir autant que de tensions à peine voilées. Dans un Sahel fragilisé par l'instabilité politique, la pression extérieure et la fragmentation économique, le Burkina Faso cherche à comprendre ce que signifie réellement se maintenir dans un environnement où chaque décision peut modifier l'équilibre déjà précaire du pays. La promesse centrale, retrouver un contrôle souverain clair, apparaît comme un objectif immédiat de 10 à 12 mots. Définir seul la direction politique et sécuritaire du territoire national. Cette orientation, bien qu'ambitieuse, implique un risque constant. Toute initiative susceptible d'être interprétée comme un écart face aux attentes des acteurs internationaux peut déclencher des réactions rapides, parfois disproportionnées, qui compliquent davantage la situation intérieure. Un micro-hook persiste. Si le pays poursuit cette trajectoire, la marge de manœuvre suffira-t-elle pour absorber les tensions sans provoquer un nouveau cycle d'instabilité? Les enjeux deviennent alors doubles. D'un côté, la nécessité de maintenir une cohésion interne déjà éprouvée, va de l'autre, l'obligation de naviguer dans un environnement géopolitique où les alliances se font et se défont selon des intérêts souvent éloignés des réalités burkinabées. Un premier renversement apparaît lorsqu'on observe que la prise de pouvoir, largement ignorée au départ, a finalement provoqué une recomposition politique plus profonde qu'annoncée. Cette bascule devient lisible dès 2022, année où le changement de direction s'accompagne d'un glissement progressif des équilibres régionaux. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir se produit alors que le Burkina Faso traverse une crise multiple, mêlant insécurité croissante, pression internationale et fragilité institutionnelle. Les premières réactions extérieures, parfois hésitantes, montrent un intérêt limité, certains médias réduisant l'événement à un simple épisode supplémentaire dans une série de transitions militaires africaines. Pourtant, en écoutant attentivement les premières déclarations, un motif plus cohérent se dessine. Une volonté explicite de replacer la souveraineté nationale au centre des priorités, en rupture avec une période prolongée de dépendance vis-à-vis d'acteurs extérieurs. Ce changement s'inscrit dans le contexte plus large du Sahel, région où les héritages coloniaux, combinés aux dynamiques sécuritaires nouvelles, ont généré un système de dépendance durable. Les populations y ont vécu des décennies, marquées par des ingérences, qu'elles soient économiques, militaires ou institutionnelles, et par une incapacité structurelle à imposer un modèle politique autonome. Lorsque Traoré affirme la nécessité de reprendre la maîtrise des orientations nationales, son discours trouve un écho dans un mouvement plus vaste, présent dans plusieurs pays sahéliens, qui cherchent à s'affranchir de cadres hérités. Cependant, cette ambition se heurte à des obstacles considérables. La lutte contre les groupes armés, particulièrement active dans le nord et l'est du pays, ne faiblit pas. Les tensions internes alimentées par les divisions politiques compliquent davantage la situation. La communauté internationale observe de près, oscillant entre méfiance et prudente curiosité, tandis que certains acteurs régionaux considèrent l'approche de Traoré comme une tentative risquée. Dans ce contexte mouvant, une question demeure ouverte. Ce recentrage sur la souveraineté peut-il réellement stabiliser le pays, ou risque-t-il, au contraire, de provoquer un nouvel enchaînement de tensions internes et externes? Pour comprendre l'évolution rapide du Burkina Faso après le changement de direction, il est nécessaire de suivre les premiers acteurs confrontés à ces transformations. Parmi eux, plusieurs officiers et responsables locaux deviennent des repères essentiels pour saisir la manière dont les décisions centrales se répercutent sur le terrain. Ils s'en servent de fil conducteur, révélant comment les orientations politiques se transforment en interventions concrètes, parfois à un rythme plus rapide que prévu. Un premier micro-cas peut être observé dans les régions du Nord, où des chefs de localité
décrivent un tournant marqué par la réduction progressive de la présence étrangère. Cette modification du dispositif sécuritaire oblige les autorités locales à réorganiser leurs priorités tout en gérant l'inquiétude d'une population déjà éprouvée par l'instabilité. Les discussions à huis clos montrent un besoin croissant de structures autonomes capables de répondre à des menaces persistantes sans appui extérieur systématique. Un second microcas apparaît dans les zones rurales où certains responsables communautaires rapportent que la réorientation politique crée un regain d'engagement local. Des initiatives d'organisation interne, parfois improvisées, émergent pour mieux coordonner les ressources alimentaires et soutenir les populations déplacées. Même si ces efforts demeurent limités, ils témoignent d'un changement d'état d'esprit qui accompagne les premières phases de la transition. Ces deux exemples illustrent un même constat. La recomposition politique ne se manifeste pas seulement dans les discours ou les décisions officielles, mais aussi dans la manière dont les acteurs intermédiaires adaptent leurs pratiques quotidiennes. Ce sont eux qui, en grande partie, façonnent la réalité du terrain durant cette période d'ajustement. La véritable question est simple, les effets suivront-ils la trajectoire voulue ? Le déclencheur survient au moment où le Burkina Faso, déjà engagé dans une spirale d'insécurité, décide de rompre avec plusieurs accords militaires qui structuraient depuis longtemps son cadre stratégique. Cette décision marque l'ouverture d'une nouvelle phase. Elle révèle une volonté nette de rééquilibrer les rapports de force et d'affirmer une autonomie opérationnelle. Lorsque cette orientation est confirmée publiquement, les réactions se multiplient, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, signalant l'entrée dans une zone où chaque geste devient scruté, interprété et parfois immédiatement contesté. Ibrahim Traoré assume alors une posture résolue, estimant que ce repositionnement constitue un passage nécessaire pour restaurer la cohérence politique interne. Le climat change progressivement. Le retrait de plusieurs contingents étrangers est suivi d'une réorganisation rapide des dispositifs nationaux. Dans certaines régions, des unités locales se voient confier davantage de responsabilités, ce qui exige une adaptation immédiate. L'effet d'entraînement est perceptible. La transition sécuritaire devient le cœur d'un cycle où les décisions politiques se transforment, presque sans délai, en défis logistiques. Au même moment, les premiers signaux de réprobation internationale émergent. Des voix extérieures dénoncent un repli risqué, tandis que des acteurs régionaux tentent d'évaluer l'impact réel de cette redéfinition stratégique. Le climax apparaît lorsque les pressions diplomatiques coïncident avec une montée des tensions internes. Certaines élites, bousculées par la révision de contrats économiques jugés défavorables, expriment leur inquiétude face à la perte de leur levier traditionnel. Les critiques s'intensifient, alimentées par des campagnes d'opposition qui profitent de l'instabilité ambiante. Dans plusieurs villes, des manifestations éclatent. Elles reflètent moins une contestation uniforme qu'un paysage fragmenté où coexistent scepticisme envers la centralisation du pouvoir et soutien à l'idée de souveraineté renforcée. Pendant ce temps, les attaques menées par divers groupes armés cherchent à exploiter ce moment de fragilité institutionnelle. Ce point de tension maximale met en lumière un paradoxe central. Alors que certaines régions connaissent un début de réduction des attaques, d'autres deviennent le théâtre d'opérations plus ciblées, comme si les acteurs hostiles tentaient de neutraliser les effets des réformes. Ibrahim Traoré maintient une ligne ferme, convaincu que cette phase d'instabilité constitue une étape transitoire. Le pays se retrouve alors dans un entre-deux, suffisamment engagé pour ne plus revenir au modèle précédent, mais pas encore stabilisé pour absorber pleinement les conséquences des décisions. La rémanence s'installe lorsque les effets cumulatifs de cette dynamique commencent à se manifester. Les révisions contractuelles initiées par les audits économiques entraînent la remise en ordre de plusieurs secteurs stratégiques, notamment les ressources naturelles. Dans certaines zones rurales, des améliorations agricoles mesurées apparaissent, renforçant l'idée d'une reconstruction progressive. Cependant, les répercussions économiques internationales persistent. Sanctions, baisse d'investissement et tensions diplomatiques prolongées. Cette combinaison crée une atmosphère où chaque avancée semble immédiatement contrebalancée par une contrainte nouvelle. Dans cet équilibre mouvant, une observation demeure essentielle. La trajectoire entamée ne peut produire ses effets que si les structures internes parviennent à absorber le choc de cette transformation rapide.
Les mois suivants détermineront si les fondations posées suffisent réellement à soutenir le modèle projeté. Pour comprendre la portée réelle des réformes engagées, il est indispensable d'examiner les indicateurs quantitatifs qui structurent la transition. Ils ne se substituent pas au contexte politique, mais ils révèlent comment les décisions stratégiques ont commencé à modifier plusieurs dynamiques internes. 3 chiffres issus des évaluations nationales permettent ainsi d'observer les grandes lignes de transformation tout en mesurant les tensions qu'elles génèrent. Ces données, bien que limitées, apportent un éclairage essentiel sur la nature du tournant initié sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le premier indicateur concerne le retrait des forces étrangères. Environ 500 militaires quittent progressivement le territoire national. Ce chiffre marque la réduction d'environ 35% de la présence extérieure, ce qui transforme profondément le dispositif sécuritaire. Cette diminution impose une réorganisation rapide des capacités nationales pour combler le vide structurel laissé derrière. Elle façonne un cadre où les unités locales deviennent les acteurs principaux de la gestion du terrain, ce qui modifie simultanément la logistique, la planification et la perception publique de la transition. Le deuxième indicateur apparaît dans les audits économiques. Près de 40% des contrats liés aux ressources naturelles sont considérés comme défavorables au pays. Ce pourcentage reflète l'ampleur d'accords conclus sans transparence pleine ou sans bénéfice équitable. Ce niveau estime l'importance d'une renégociation pour rétablir un minimum d'équilibre économique national. La révision de ces contrats, notamment dans l'or et le lithium, entraîne une reprise partielle des marges fiscales, mais aussi une réaction contrariée des entreprises et partenaires concernés. La tension économique qui en résulte n'est pas seulement technique, elle devient aussi un levier politique pour les opposants cherchant à dénoncer les effets collatéraux des réformes. Le troisième indicateur touche à la sécurité intérieure. Une baisse d'environ 12% des attaques est observée dans certaines zones du Nord et de l'Est en 2023. Ce recul, modeste mais notable, témoigne des premiers résultats des réorganisations stratégiques locales. Cette réduction indique une amélioration ponctuelle mais fragile de la capacité de protection communautaire. Elle se heurte pourtant à un paradoxe. Tandis que certaines zones gagnent en stabilité, d'autres continuent de subir des offensives ciblées, révélant une distribution inégale des améliorations. Pris ensemble, ces 3 chiffres composent une image complexe. D'un côté, un effort tangible pour restaurer une souveraineté économique et sécuritaire. De l'autre, une accumulation de défis qui ralentissent la consolidation politique. Les révisions contractuelles génèrent des frictions persistantes avec les élites économiques affectées. Le retrait des forces étrangères provoque des répercussions diplomatiques qui se traduisent par des sanctions et un ralentissement des investissements. Les premières améliorations sécuritaires demeurent vulnérables à des contre-attaques stratégiques cherchant à déstabiliser les zones gagnées. Dans cette configuration, les indicateurs deviennent moins des preuves définitives que des signaux d'une transition encore en construction. Ils révèlent les zones de progression, mais aussi les fragilités qui pourraient limiter la portée des réformes. La capacité du pays à maintenir cette trajectoire dépendra de sa résilience institutionnelle, de l'adhésion interne et de sa faculté à naviguer dans un environnement international de plus en plus tendu. Les chiffres n'offrent donc pas un verdict, mais une ligne de lecture qui aide à comprendre pourquoi la transition demeure un processus en évolution continue. Le premier argument avancé par les critiques met en avant une inquiétude profonde quant à la trajectoire politique du pays. Selon eux, la centralisation progressive du pouvoir, la surveillance accrue des opposants et la pression exercée sur certains médias constituent les signes d'un durcissement susceptible de restreindre durablement l'espace démocratique. Cette position repose sur l'idée que, même dans un contexte de crise, une gouvernance trop verticale risque d'alimenter méfiance et polarisation, ce qui fragiliserait encore davantage une société déjà éprouvée par l'insécurité et les tensions économiques. Les observateurs internationaux qui défendent cette thèse estiment que la souveraineté ne peut pas se résumer à une accumulation de mesures restrictives, sous peine d'éroder les libertés fondamentales. Le second argument, issu des critiques extérieures, concerne l'impact économique des choix opérés. Pour ces voix,
la rupture avec plusieurs partenaires, la révision des contrats miniers et la fermeture des bases militaires étrangères entraînent une contraction immédiate des investissements et accentuent l'isolement du pays. Ils soutiennent que cette orientation, en réduisant les soutiens financiers traditionnels, pourrait accélérer la détérioration des conditions économiques, compliquant les efforts de stabilisation et affaiblissant la capacité du pays à répondre aux besoins urgents de la population. La thèse repose sur un principe simple. Sans un minimum de coopération internationale, les marges d'action restent limitées et l'économie risque de manquer de ressources critiques. La réponse aux deux arguments se fonde sur la logique portée par les autorités. Les mesures adoptées visent d'abord à restaurer un contrôle national qui, selon elles, était affaibli par des partenariats asymétriques et des structures héritées. La justification avancée ne consiste pas à nier les tensions, mais à affirmer qu'un rééquilibrage est indispensable pour construire une base durable. Les réformes économiques engagées, bien que source de friction, cherchent à corriger des accords jugés peu avantageux. Quant à l'aspect politique, la position officielle met en avant la nécessité de consolider les institutions dans un contexte de conflit, tout en affirmant que la souveraineté reste une condition préalable à toute stabilité durable. Un basculement devient visible. À ce stade de la transition, une dynamique nouvelle apparaît et modifie la lecture générale des événements. Elle ne repose pas sur une annonce spectaculaire, mais sur une série de signaux convergents qui, mis ensemble, révèlent une recomposition plus profonde qu'attendue. L'action d'Ibrahim Traoré, d'abord perçue comme un repositionnement strictement national, commence en réalité à s'inscrire dans un mouvement régional où plusieurs pays du Sahel réévaluent leurs alliances traditionnelles. Cette évolution s'observe à travers des rapprochements inattendus entre États voisins, cherchant à renforcer leurs capacités face aux pressions extérieures. Ce n'est pas une alliance formelle, ni une rupture brutale avec le reste du monde, mais un début de coordination qui modifie subtilement les équilibres géopolitiques. Ce glissement, encore fragile, suggère que la souveraineté recherchée ne se limite plus à un cadre strictement interne. Elle s'étend à un réseau d'intérêts convergents, cherchant à bâtir un espace de résistance collective. Cette perspective reconfigure le débat. Les tensions extérieures ne sont plus seulement des contraintes, mais des éléments qui accélèrent la construction d'un nouveau rapport de force régional. La question qui se pose désormais est de savoir si cette dynamique naissante pourra se structurer suffisamment pour offrir une alternative durable. Mats. À l'échelle de l'État, la recomposition institutionnelle engagée modifie profondément la manière dont les autorités structurent leur action. La centralisation accrue des décisions crée un cadre plus réactif, permettant d'ajuster rapidement les priorités sécuritaires et administratives. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette orientation vise à réduire les zones d'ambiguïté qui caractérisaient auparavant l'appareil gouvernemental. Toutefois, cette dynamique génère aussi des tensions internes. Certains segments de l'administration ressentent une pression nouvelle, liée à la nécessité de produire des résultats tangibles dans un contexte d'instabilité persistante. L'équilibre recherché reste donc fragile, oscillant entre efficacité renforcée et risque de surconcentration du pouvoir. Et les révisions contractuelles, amorcées après les audits qui ont révélé des accords défavorables, produisent des effets contrastés. D'une part, elles permettent au pays de récupérer une marge fiscale supplémentaire, renforçant l'idée d'une gestion plus cohérente des ressources nationales. D'autre part, elles entraînent des réactions économiques extérieures défavorables. Suspension de certains partenariats, baisse des investissements et sanctions qui affectent la capacité d'importation ou de financement. Même si ces tensions sont présentées comme un coût nécessaire dans la logique souverainiste, elles pèsent sur la stabilité économique à court terme. Les acteurs locaux, notamment dans les secteurs miniers et agricoles, doivent composer avec cette incertitude prolongée. Sur le terrain, les populations vivent les effets de cette transformation de manière inégale. Dans certaines zones rurales, la réorganisation sécuritaire et les projets d'appui agricole favorisent une légère stabilisation. Les initiatives locales soutenues par les autorités permettent parfois de relancer des circuits alimentaires perturbés par les conflits. Toutefois, dans les régions les plus exposées, les attaques sporadiques
continuent d'alimenter la peur et compliquent le retour à une vie quotidienne normale. Les femmes et les jeunes demeurent les groupes les plus affectés, partagés entre l'espoir d'une souveraineté retrouvée et la réalité d'une instabilité encore marquée. Le discours national valorise leur engagement, mais leur situation concrète reste sous contrainte. À l'échelle régionale, une mutation progressive s'opère. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme dépendant, s'inscrit désormais dans un mouvement plus large où plusieurs pays du Sahel cherchent à redéfinir leurs orientations stratégiques. Les rapprochements récents, même informels, suggèrent la formation d'un axe de coopération centré sur la résistance aux pressions extérieures. Cette coordination encore embryonnaire pourrait offrir un appui politique aux réformes engagées sous Ibrahim Traoré. Cependant, elle expose également le pays à des critiques internationales plus vives, certains acteurs extérieurs voyant dans cette réorientation un signe de rupture prolongée. La capacité du Burkina Faso à naviguer dans ces tensions déterminera l'ampleur de ses marges diplomatiques futures. Dans l'ensemble, les effets concrets de la transition restent marqués par une dynamique double, consolidation progressive de certaines structures internes et persistance de vulnérabilité qui pourrait freiner l'élan réformateur. Dans l'hypothèse la plus probable, les réformes engagées poursuivent leur trajectoire actuelle, leurs effets apparaissent progressivement, sans rupture majeure, mais sans amélioration spectaculaire. Le Burkina Faso maintient une stabilité relative, marquée par une légère consolidation institutionnelle et une amélioration limitée de la sécurité dans certaines zones seulement. Les pressions internationales persistent, mais les mesures coercitives ne s'intensifient pas au-delà des niveaux déjà observés. L'économie continue d'évoluer sous contrainte, avec un espace budgétaire restreint, mais fonctionnel. Les tensions internes demeurent, toutefois sans franchir un seuil critique. Ce scénario repose sur la continuité, une progression lente, parfois contrariée, mais suffisamment régulière pour éviter une crise aiguë. Dans une version plus favorable, la redéfinition des alliances régionales commence à produire des résultats concrets. Le rapprochement entre plusieurs pays du Sahel se structure en mécanismes plus stables de coopération économique et sécuritaire. Cette coordination permet une meilleure gestion des zones sensibles, réduisant la pression exercée par les groupes armés et facilitant le retour progressif de certaines activités économiques locales. Sur le plan diplomatique, les tensions avec les partenaires traditionnels s'atténuent légèrement, laissant place à un rééquilibrage prudent. La croissance intérieure reste modeste, mais devient plus régulière, appuyée par une gestion plus rigoureuse des ressources et par des projets agricoles mieux intégrés. Ce scénario suppose une synchronisation entre repositionnement stratégique et amélioration interne. L'hypothèse la plus défavorable s'appuie sur un engrenage entre pression extérieure renforcée, multiplication des attaques et approfondissement des divisions internes. Les sanctions économiques se durcissent, entraînant une contraction plus marquée des investissements et affectant l'accès aux infrastructures essentielles. Les offensives menées par divers groupes armés deviennent plus fréquentes, exploitant les fragilités de transition. Les oppositions internes se réorganisent, accentuant la polarisation politique. Dans ce contexte, la stabilité se dégrade rapidement, entraînant des risques de rupture institutionnelle ou de fragmentation territoriale. Face à ces scénarios contrastés, la clé consiste à analyser les dynamiques non pas comme des trajectoires figées, mais comme des configurations évolutives où chaque décision modifie l'équilibre général. Pour les personnes qui suivent de près les évolutions du Burkina Faso, cette période de transition représente un moment charnière où chaque décision éclaire les fragilités du pays autant qu'elle révèle des marges d'adaptation inattendues. Leur principale préoccupation porte sur la cohérence entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre. Pour ce public, comprendre la dynamique actuelle revient à analyser la manière dont les institutions absorbent les tensions, ajustent leurs priorités et préservent un minimum de stabilité malgré les pressions multiples. Les observateurs orientés vers les questions économiques lisent cette transition à travers un prisme pragmatique. La durabilité du changement dépendra de la capacité à préserver un cadre viable pour la vie quotidienne. Les fluctuations liées aux révisions contractuelles, aux sanctions et aux tensions diplomatiques influencent directement la disponibilité des ressources, la stabilité des prix et le fonctionnement des circuits locaux. Ce public cherche à savoir si les réformes parviendront, à moyen terme, à créer un environnement plus équitable
ou si les contraintes actuelles risquent de prolonger les difficultés. Pour les personnes qui abordent le sujet sous un angle géopolitique, le Burkina Faso devient un exemple révélateur des recompositions à l'œuvre dans le Sahel. Le repositionnement stratégique, encore en construction, soulève des questions sur la capacité des pays de la région à définir ensemble un espace de souveraineté adapté aux contraintes contemporaines. Ce public examine les interactions émergentes, les alliances fluctuantes et la manière dont ces dynamiques influencent la stabilité régionale. Dans l'ensemble, ces trois angles montrent que les enjeux du pays dépassent largement ses frontières. Ils s'inscrivent dans une transformation plus large, perçue différemment selon les attentes et les priorités de chacun. Pour projeter les mois à venir, il est utile de structurer une feuille de route qui permette de comprendre les priorités opérationnelles nécessaires à la stabilisation du pays. Sous l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré, plusieurs axes émergent comme essentiels pour consolider les avancées tout en atténuant les vulnérabilités déjà identifiées. Les étapes ci-dessous ne constituent pas des solutions définitives, mais des lignes directrices capables de soutenir l'effort de souveraineté dans un environnement instable. La priorité immédiate consiste à consolider les zones les plus exposées du nord et de l'est. Cela implique une coordination renforcée des unités locales, un déploiement plus cohérent des ressources et une meilleure circulation de l'information stratégique. Cette consolidation est indispensable pour stabiliser les régions où les attaques sporadiques continuent de fragiliser les communautés. Le pays doit poursuivre la révision des cadres contractuels jugés défavorables et garantir une gestion plus transparente de ses ressources. L'objectif consiste à réduire la dépendance extérieure par la valorisation des secteurs clés, notamment l'agriculture et les ressources naturelles. Une telle démarche permettrait d'élargir la marge de manœuvre budgétaire malgré les pressions internationales. La gestion des tensions internes nécessite un espace où les désaccords puissent s'exprimer sans dégénérer. Un canal de discussion plus structuré entre autorités, opposition et société civile contribuerait à réduire les risques de polarisation tout en préservant l'autorité de l'État. Les dynamiques observées dans le Sahel montrent l'importance d'alliances capables de stabiliser l'environnement géopolitique immédiat. Renforcer cette coordination pourrait offrir une base plus solide aux réformes internes. En résumé, la transition dépendra de la capacité du pays à avancer simultanément sur ces fronts, sans perdre l'équilibre entre ambition souverainiste et contraintes structurelles. Dans les régions où les premiers responsables locaux avaient dû improviser de nouvelles méthodes de coordination, ces mêmes acteurs qui, au début de la transition, servaient de repères fragiles face à l'incertitude, une autre lecture de la situation commence désormais à émerger. Ces figures, évoquées plutôt comme des témoins directs des recompositions administratives, deviennent le symbole d'une adaptation lente mais réelle.